comment vous appelez-vous? Cassesso. D'accord. Donc Cassesso, vous êtes actuellement responsable d'un magazine. Je suis directeur de la publication d'un magazine. Mansa. Mansa. Vous avez choisi ce nom parce que ça veut, je crois que ça veut dire la table. Non, Mansa c'est dérivé d'une langue de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Qui comprend 7 pays. Le Sénégal, le Mali, la Gambie. Comment s'appelle cette langue? Je crois qu'on doit la connaître. Le mandé. Oui, d'accord. Le mandé, donc Mansa, ça veut dire le Seigneur. D'accord. Celui qui est au-dessus de vous. Donc les gens ne comprennent pas la connaissance. Les gens comprennent. Alors vous l'expliquez dans votre. Les gens comprennent que. Oui. Mais il y a un sous-titre, je pense, à votre. Enfin, il doit y avoir le magazine de quelque chose. Le magazine des traditions antiques, voilà, des ça. Mythes et des cultures. Voilà, c'est ça. Voilà, Mansa, et puis c'est décliné le triptyque tradition antique, mythes et culture. Et donc ça existe à la fois. Ça existe. Vous avez une formule papier qui a été un peu suspendue, mais qui va reprendre. Papier, et puis sur le web. Là, au mois de février, on démarre avec une formule numérique également. Parce que pour l'instant, vous n'existez pas sur Internet, sauf sur le. Sur le site, et avec un discounter qui va commercialiser également la version numérique en PDF. Ah oui, vous avez trouvé quelqu'un qui oui, à partir du mois de février. Une sorte de distributeur qui est un grossiste. Ah oui, donc qui lui est intéressé financièrement par l'opération. Oui. Donc vous êtes c'est bien conçu, c'est un projet qui est bien préparé. Tout à fait. D'accord. Alors on va un peu revenir sur votre itinéraire, parce que vous n'avez pas débarqué comme ça du jour au lendemain dans ce domaine. Vous avez au contraire une grande expérience vous avez fait vos classes, comme on dit. Donc vous me disiez que vous aviez il y a déjà une vingtaine d'années, vous êtes entré dans un institut. Oui, mais déjà avant même l'Institut psychique scientifique, moi depuis ma tendre enfance, j'ai été attiré par le paranormal, par l'ésotérisme, par la connaissance. Alors ça c'était plutôt en Afrique? En Afrique et même ici. Vous êtes arrivé très jeune ici? Non, ça fait un peu plus de 30 ans que je vis en France. Oui. Vous aviez déjà connu un peu ces questions-là? Ces questions m'ont toujours taraudé. Vous ne les avez pas découvertes en arrivant en France? Non, ça c'est depuis ma tendre enfance. Mais ça fait partie de la culture locale, d'une certaine manière, non? Aussi, oui, ça fait partie de la socioculture de tout Africain de penser qu'il existe un monde qui est parallèle à celui-là. Donc après, avec l'éducation plus les religions comme la religion chrétienne ou la religion musulmane, leur avènement a fait que on a tendance à se départir de cet aspect pour se focaliser uniquement sur les religions, notamment les deux religions monothéistes, le christianisme et la religion musulmane. Parce que pour eux, parler de paranormal, c'est comme parler d'animisme. Oui. Donc c'est nier l'existence de Dieu, d'un Dieu unique. Du coup, mais les pratiques continuent. Les pratiques continuent puisque c'est ancestral et c'est consubstantiel à notre mode de vie et à notre éducation. Donc, ensuite, quand je suis venu en France, j'ai fait des études de gestion, mais en même temps, j'ai connu l'Institut psychique scientifique. Alors parlez-nous un petit peu de cet institut qui a été fondé en 1950 et qui a formé beaucoup de voyants et de magnétiseurs, d'astrologues, de radiesthésistes. C'était M. Bosé et sa femme Gabrielle Bosé. Alors, tous deux, ils donnaient des cours à des groupes? C'était des cours collectifs? Non, c'est des cours par correspondance, parce que la dénomination, c'est organisme privé d'enseignement à distance.
sous le contrôle pédagogique de l'éducation nationale. Ah oui. Donc c'était des cours par correspondance et avec la possibilité de se rendre sur place pour d'éventuelles explications. Et en même temps c'était couplé avec une librairie ésotérique, vente par correspondance. Rue Bergère, donc. Rue Bergère, 19 rue Bergère. Mais donc on ne suivait pas de cours directement sur place. Non, on venait se faire expliquer quand on ne comprenait pas. Ah, pour ceux qui habitaient la région parisienne. Mais comme il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient, qui étaient en province ou même à l'étranger. On avait beaucoup d'élèves à l'étranger. Belgique, Suisse, Liban. Donc le nom c'était le nom Institut Psychique Scientifique. Donc c'était l'IPS. Oui, IPS. Oui. Et donc cette dame, elle est décédée au début du XXe siècle. Voilà, elle est décédée en 2001, en plein travail. Elle était âgée, mais bon, comme elle n'a connu que ça dans sa vie, donc... oui, elle a fait ça pendant 50 ans. Voilà, et elle était bien portante. Elle est partie comme ça. Alors vous-même, votre collaboration se faisait de quelle façon avec cet institut? Mais disons que moi j'avais un rôle de conseiller, d'attaché de direction et de conseiller. Et donc je participais à l'élaboration de certains cours où j'ai mis à l'époque un cours de graphologie qui a été accepté par l'éducation nationale. Ensuite je m'occupais également des corrections, des devoirs. Ah oui, carrément, oui, d'accord, oui. Oui, je m'occupais de la gestion et puis de la librairie également. Donc mais vous n'étiez pas un praticien chez eux? Non, j'ai toujours refusé de pratiquer. Ce que je faisais, c'est que j'expliquais notamment le tarot de Marseille. Mais un jour, j'ai eu une sorte de flash, comme une sorte de révélation, où j'ai compris qu'il ne fallait jamais exercer. Il ne fallait jamais que j'exerce, et que même toucher les lames de tarot, en exercice, je ne devais pas le faire. Et depuis, je me suis abstenu de pratiquer. J'aurais pu ouvrir un cabinet et me donner le titre de médium ou je sais pas, d'astrologue. Mais vous-même, vous avez formé des gens à ce domaine. Enfin, en préparant ces cours, vous les avez formés ou vous avez vous-même formé des élèves en tête-à-tête? Non, j'ai pas formé des élèves en tête-à-tête. C'est-à-dire, c'était au travers des devoirs, des corrections. Que je corrigeais en même temps que Mme Bozet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un cours de graphologie. D'abord, j'ai suivi un cours de graphologie. Ensuite, j'ai mis en place un cours de graphologie. Donc, vous avez une connaissance de la graphologie par la force des choses. Pour pouvoir apprécier la qualité des exercices, il fallait quand même que les gens, que vous puissiez valider. Mais disons que j'ai une connaissance, je suis un touche-à-tout de tous ces phénomènes, que ce soit le magnétisme, la radiesthésie, j'ai une connaissance, mais qui ne me donne pas la possibilité de pratiquer parce que j'ai toujours refusé de pratiquer. D'accord, je comprends, oui. Et donc moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de comprendre et d'expliquer, d'être un intermédiaire et de véhiculer ce savoir. C'est à cet égard qu'en 1994, avec l'IPS, nous avons créé un magazine qui s'appelait Sciences Occultes. Voilà, Sciences Occultes au singulier. Oui. Voilà, au singulier, qui était vendu en kiosque par la NNPP. Et quels étaient les collaborateurs de ce magazine? Les collaborateurs, c'était en grande partie Gabriel Bozet et moi, plus d'autres intervenants extérieurs. Et il y avait de la publicité dans ce magazine? Non, on n'avait pas fait de publicité malheureusement. À l'époque, on n'avait pas jugé nécessaire de faire de la publicité. Et c'était pas le but au départ. Il n'y avait pas d'annonceurs dans ce magazine? Si, on a eu des annonceurs sans même demander, des gens qui avaient pris des cours
à l'IPS à l'époque. Et qui voulait qu'on parle d'eux. Voilà, qui voulaient qu'on parle d'eux. Donc de temps en temps, on mettait une petite insertion avec leurs photos mais c'était des gens qui étaient passés par votre canal. Oui, qui étaient passés en général, oui. Donc ils connaissaient déjà le sérieux de l'établissement. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question des relations avec l'éducation nationale. Oui. Parce que ça nous intéresse beaucoup. Comment ça se passait pour avoir cet institut? Il avait quand même une certaine reconnaissance quelque part. Ben oui, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'installent cours par correspondance, mais ils n'ont pas l'agrément de l'éducation nationale. Parce que quand pour avoir l'agrément de l'éducation nationale, il faut déposer les supports. Expliquez-nous ça, parce que ça intéresse beaucoup de nos pédagogiques, ça intéresse beaucoup nos personnes. Afin que l'éducation nationale étudie pour donner son agrément. Et donc il y a des conditions pour valider. Et l'Institut scientifique, bon, ils avaient l'agrément bien avant que moi je ne connaisse cet institut. Moi quand je suis arrivé à l'Institut, moi je suis arrivé en 84 à l'Institut. Oui. Ils avaient déjà bien avant l'agrément de l'établissement privé d'enseignement à distance. C'est ça la dénomination officielle. Qu'est-ce qu'il fallait pour avoir cet agrément? Est-ce que c'était important qu'ils enseignent ceci ou cela? Quelles étaient les conditions à remplir? Mais les conditions, c'est de déposer les cours et le support pédagogique et savoir quels sont les enseignants. Mais ça n'avait pas d'importance, le contenu n'avait pas d'importance en fait. Ah si, regardez, ils regardent les contenus pour voir. Même ils ne portent pas de jugement. Ils ne portent pas de jugement sur, par exemple, l'astrologie, oui. sur la voyance, sur le magnétisme. Ils ne portent pas de jugement. Ils regardent simplement. Si ceci est un programme cohérent, voilà, si c'est bien distribué, voilà. si c'est organisé, et la façon dont les devoirs doivent être corrigés et les réponses type doivent être normalisées. Et ça, oui, ils avaient un regard. Et on ne pouvait pas changer un support de cours sans un référé à l'éducation nationale, sinon on est en infraction. Voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a vraiment l'impression que du moment qu'on était capable de présenter correctement le programme d'activité, ça passait. Oui. Ils étaient indifférents à... ça aurait pu être sur n'importe quel domaine, du moment que ça a été formaté d'une certaine façon. Absolument. Ils n'ont pas posé de jugement de valeur. À aucun moment, Non, ils ne posent pas de jugement de valeur sur la nature de l'activité, et que ce soit l'astrologie ou autre. C'est des sciences... c'est dans l'ordre des sciences humaines. Il faut les savoir. Oui, oui, donc ils ne portent pas de jugement de valeur. Non. Là où ils sont intransigeants, c'est le contenu. Oui. C'est le contenu des cours et la façon dont les cours sont traités et les réponses à apporter. Il y a les corrections des devoirs plus des réponses type à adjoindre aux devoirs. Enfin, c'est pas vraiment le contenu en l'occurrence, c'est la présentation. C'est pas le contenu, c'est la présentation. Une fois que vous avez déclaré une certaine présentation, vous ne pouvez pas en changer sans en avertir le reste, le département qui correspond. Alors il faut s'adresser à quel département il y a un département qui est chargé de superviser les organismes privés d'enseignement à distance, ils appellent la dénomination. Oui, parce qu'en fin de compte, si je comprends bien, il n'y a pas le même système pour des enseignements sur place. Non, c'est totalement différent. Parce que c'est pas du tout la même philosophie. Non, c'est pas les mêmes départements non plus, parce que sur les enseignements, en ce qui concerne les enseignements sur place, il y a d'autres normes, notamment d'espace, d'accessibilité. Alors que en ce qui concerne l'enseignement à distance, non, c'est pas ce qui était important. Le seul critère qui était important, c'était d'avoir un espace pour recevoir. Ils ont été voir que vous aviez un espace? Oui, l'espace il était grand, hein, ça faisait 130 mètres carrés. Bon, Madame Bosé habitait une partie et l'autre partie était destinée à 130 mètres carrés, c'était largement suffisant. Oui.
Donc effectivement, et alors c'était important que ce soit reconnu par l'éducation nationale. Elle n'aurait pas pu travailler sans ça. Elle serait en infraction en cas de contrôle. On n'a pas le droit d'enseigner par correspondance à distance. Non, à distance, si on n'a pas l'agrément de l'éducation nationale. Ah oui? Ah ben oui, parce que sinon ce serait la porte ouverte à... Donc quelque part c'est très contrôlé l'enseignement à distance. Je ne sais pas si c'est contrôlé, en tout cas ils sont méticuleux, parce que quand j'ai mis le cours d'astrologie, de graphologie en route, il a été demandé à Madame Bosé de ne pas l'installer tant qu'ils n'ont pas donné leur agrément d'abord. Et vous avez mis ça a pris du temps? Ça n'a pas pris du temps, non, ça a pris 4-5 mois à peu près. Donc vous avez passé du temps à préparer ce cours pour qu'il corresponde aux normes. Voilà, quand j'ai fini, c'est Madame Bosé puisque c'est elle qui est la responsable légale là. Donc c'est passé par elle pour déposer le cours. Vous avez été formé dans quel cadre à la graphologie? C'était la société de graphologie? C'était quoi? Oui, j'avais suivi. Bon, j'ai d'abord été un autodidacte parce que c'est tout ce. Vous aviez acheté des bouquins, c'est ça? Non, on avait une librairie. Oui, c'est ça. On avait une librairie, donc on avait une. Vous lisiez les livres qui étaient là. Voilà, parce que l'avantage de l'IPS, c'est que Madame Bosé avait une bibliothèque de livres très très rares, donc qui faisait la force de l'Institut. Pourquoi? Parce que les gens l'utilisaient? Non, parce que c'était une collection privée également. Donc c'est la force de l'Institut, parce que si personne n'en profitait, ça servait à quoi? Non, c'est parce que ça servait de référence chaque fois qu'il y a des questions, des élèves. Ou bien de certains clients de la librairie qui posaient des questions, souvent on se demandait d'où ça venait, on piochait là-dedans pour voir. Bon, malheureusement à l'époque Internet n'était pas encore... ça existait jusqu'en 2001, mais bon, c'était pas comme de nos jours, où on googlise et on peut avoir assez rapidement une réponse à une question. Mais alors, cette bibliothèque, qu'est-ce qu'elle est devenue? Tout ça, ça a disparu avec la mort de celle-là? La bibliothèque personnelle, non, mais par contre, la librairie, oui. La librairie a été reprise, a été vendue parce que le fils unique de Madame Bosé n'a pas voulu prendre la succession. Il est médecin de formation. Donc il ne pouvait pas. Et le problème de succession coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher parce que ça n'avait pas été préparé. Parce que elle a eu une crise cardiaque. Voilà, ça a été brutal. Donc il n'y a pas eu de préparation de sa succession. Et du coup, l'activité s'est arrêtée parce que... Elle s'est arrêtée carrément. Elle s'est arrêtée parce que s'il fallait reprendre, ça revenait trop cher. Ça revenait trop cher parce que le droit de succession aurait posé des problèmes. Ah bon? Avec le fils? Mais non, mais puisque le fils ne veut pas reprendre, donc n'étant pas quelqu'un d'autre, en voulant prendre la succession, ça allait coûter cher. Et le fils étant médecin, ayant déjà un emploi, il s'occupait de temps en temps, puisqu'il il connaissait très bien l'astrologie. Ah oui? Ah oui, il connaissait très très bien, parce que depuis tout petit, il a baigné là-dedans. Il a baigné là-dedans. Donc au départ, c'est lui qui s'occupait avant que je ne vienne, c'est lui qui s'occupait de la rubrique astrologie avec sa mère. De temps en temps. Oui. Donc il connaissait très très bien. Oui. Et alors vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Parce que vous avez une idée un peu sur tous ces domaines, vous les comparez les uns aux autres, comment vous les situez les uns par rapport aux autres? Par exemple, la graphologie, c'est pas l'astrologie, par exemple. Non, mais il peut y avoir des complémentarités dans toutes ces disciplines. L'astrologie, en tant que telle, c'est une science humaine qui, quand on est cartésien, on dirait que c'est pas une science exacte, évidemment, mais qui est capable de donner, de définir
les traits caractéristiques d'un individu et en même temps de donner les grandes lignes de sa destinée, à condition que l'individu ne le prenne pas pour de l'argent comptant, parce que le destin n'est pas figé non plus. Mais ça permet quand même de baliser son parcours et de faire attention. C'est un outil. C'est un outil qui, s'il est bien utilisé, peut nous préserver de pas mal de choses aussi, si on l'utilise à bon escient. Alors, donc, vous avez certainement... donc, il y avait un cours d'astrologie dans cet institut. Oui. Donc, vous avez peut-être gardé des polycopiés ou des... Non. C'était sous quelle forme? C'était des polycopiés? Oui, c'était des fascicules. C'était des fascicules. On peut les trouver à la Bibliothèque nationale, ils étaient déposés quelque part, il y avait un dépôt légal? Oui, à l'Éducation nationale certainement, mais non, j'ai plus parce que franchement, à l'époque, je pensais pas au décès brutal de Madame Bosé, en plus... vous êtes quand même resté 17 ans là-bas. Oui, 18 ans même. Donc, c'est quelque chose... non, D'accord. Donc sur à partir de là, quand, à la suite du décès de cette dame, vous avez été amené à chercher une continuité. Oui. De voir qu'est-ce que vous alliez faire, vous, comment vous alliez prolonger un peu l'héritage que vous aviez reçu, parce que disons vous avez un bagage que vous avez voulu exploiter. Oui, mais disons que moi, j'avais voulu anticiper dès le départ, parce que je voulais reprendre toute l'activité de l'IPS en couplant un magazine. Mais malheureusement, le magazine... Sciences occultes. Non, Sciences occultes, on avait arrêté. Ah oui, d'accord. On avait arrêté. Alors vous avez mais je voulais lancer un nouveau magazine. Et en reprenant également, sur le plan juridique, l'IPS. Voilà. Mais bon, au moment où j'étais en train de préparer le projet, Madame Bosé est décédée justement. Et donc je ne pouvais pas reprendre parce que ça posait trop de problèmes juridiques. Ça posait trop de problèmes. Et du coup, mon projet de créer un magazine est tombé à l'eau. Mais bon, je l'ai réalisé il y a 1 an et demi avec le magazine Mansa. Donc le magazine Mansa, donc vous avez. Est-ce que ce nom veut dire que vous avez une clientèle de lecteurs marquée par l'Afrique, par exemple? Est-ce que ça? Pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas encore traité de sujets sur l'Afrique, pas encore. Ça viendra. Non, mais ça se veut universel, toutes les cultures, sans a priori. D'accord. Donc au départ, c'est un magazine qui paraît, c'est un magazine papier. Vous êtes directeur. Oui, c'est un magazine papier qui paraît. Qui paraissait. Tous les 2 mois. Oui. Et donc, comment est-ce que vous le conceviez? Quels en étaient les collaborateurs? Quelles en étaient les différentes branches? Mais disons que c'est moi qui centralise tout. J'ai des rédacteurs, c'est éclectique, hein. J'ai un médecin anesthésiste qui intervient sur les phénomènes de N2 par exemple, ou l'acharnement affectif, sur des sujets comme ça. Et c'est des professionnels qui interviennent. Donc ça couvre un champ qui dépasse, qui est quand même beaucoup plus large que ce qu'on vient d'aborder. Ah oui, c'est pourquoi je dis que le triptyque, c'est tradition antique, mythe et culture. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est en ce qui concerne les traditions antiques, tout ce qui englobe l'ésotérisme, c'est à peu près à 60% du magazine. Ensuite, on a à peu près 20% de mythes et 15 à 20% de culture. Oui. Donc, il y a un côté ethnologique, il y a un côté civilisationnel. Oui. Voilà, j'aimerais bien qu'on le voit, ce fameux magazine. Oui. Exemplaire.
On le montre à la caméra. Ici. Donc, vous voyez, Mansa. C'était un beau travail. Hein. Et justement, celui-là, c'est harmonie et dissonance en astrologie et en musique. Donc, ça c'est. Alors, donc c'est WW, Mansa. Donc ça, c'était devenu. C'est passé à. Il y a eu un moment donné où il y avait un relais Internet. Enfin, un relais. Oui, oui. Et on trouvait la même chose sur Internet ou non on trouvait... Oui, la même chose, puisque c'est le même... Mais enfin, non, parce que là, vous le vendiez. En papier, oui. Mais sur Internet, c'était gratuit? Non. Sur Internet... il y avait un système de... sur le site de Mansa, on met des extraits du magazine papier. Ah oui. Il y a des extraits du magazine papier. Par contre, le PDF, on ne l'a pas mis en ligne encore. C'est-à-dire que... On va faire comme tous les grands médias, les magazines, c'est-à-dire mettre un système de PDF payant, mais qui sera beaucoup moins cher que le volet papier. Ah oui, donc il y aura un système de règlement par correspondance, on peut dire. Voilà. Pour accès, ça sera peut-être 3-4 euros ou 2 euros. Oui, voilà. Et on pourra à ce moment-là prendre connaissance, parce que de toute façon, ça vous coûte de l'argent de le diffuser, puisque vous avez... Automatiquement, les libraires prennent des marges. Absolument. Ça, oui. Et donc là, vous annoncez la reparution de ce magazine en février, dans un mois à peu près. Hein. Oui. Effectivement, oui. Je trouve que c'est assez impressionnant. Moi-même, je reconnais que je ne connaissais pas. On apprend tous les jours, hein, effectivement. Voilà. Donc, effectivement. On invite effectivement les astrologues éventuellement ou les numérologues à vous proposer des articles, je ne sais pas, pourquoi pas. Oui, des articles, ou s'ils veulent des encarts publicitaires. Oui, bien sûr. Éventuellement. Oui, mais l'un à la place, l'un en échange de l'autre. Donc, effectivement, vous êtes localisé à Puteaux, c'est ça? À Puteaux, oui, dans les Hauts-de-Seine. Oui, effectivement. Bon, on va reprendre un peu la conversation. Oui, c'est-à-dire que l'astrologie, là, elle se retrouve, enfin l'astrologie, il y a des aspects psychologiques importants, c'est quand même très ouvert, c'est très pluridisciplinaire, votre revue, effectivement. Mais en même temps, quand on pense à l'Afrique, on pense souvent, alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, on pense souvent à la question des envoûtements ou des désenvoûtements, ou le fait que les gens aient l'impression la magie, etc. Alors est-ce que ça joue quand même un certain rôle dans cette publication? Non, je cherche surtout à démythifier cet aspect, oui. Parce que c'est l'aspect corrosif et nocif de ce que j'appelle l'ésotérisme. Tout ce qui concerne au phénomène d'envoûtement, qui n'est pas singulier à l'Afrique également. Non. Parce que quand je prends la France 18e, 19e, 17e, 18e, 19e siècle, même 20e siècle, il y a des très grands qui parlaient d'envoûtement à l'époque, dans la Touraine encore. Dans le Berry, oui. Ou dans le Berry, le mauvais œil, ou en Italie, ça existe toujours. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est le côté négatif de ce que j'appelle l'ésotérisme, parce que ça doit être plus axé sur la spiritualité, sur l'humain, que sur des phénomènes de magie noire, d'envoûtement. Enfin, moi j'ai fréquenté pas mal d'Africains. J'avais un de mes amis qui s'appelait, je crois, Koné, guinéen, et un jour il avait appris qu'on lui avait dévalisé sa cave, qu'il avait laissé d'affaires dans une cave. Et alors son premier réflexe c'était de se venger en
portant un sort à la personne qui avait pu lui faire ce dommage. Donc c'était une sorte de réaction normale. Un réflexe, oui. Voilà, donc il y a peut-être l'idée d'une justice immanente ou quelque chose comme ça qui fait que si on fait du tort, on le paye. C'est aussi la question du karma. Enfin, oui, mais ça c'est comme se faire justice soi-même. Oui, en quelque sorte, mais d'une façon, disons, qui ne pourrait pas tomber sous le coup des tribunaux, parce que les gens n'ont jamais été condamnés pour avoir envoûté quelqu'un. Je ne sais pas, à moins que vous connaissiez mieux la question que moi. Non, mais vous avez parfaitement raison, mais vous venez de parler de justice immanente. Tout se paye également au travers de son karma et de cette justice immanente. Donc vouloir se venger ou vouloir porter du tort à quelqu'un, moi je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Voilà. Oui. Donc quand on vous a fait du tort, comment vous devez réagir? Je ne sais pas. Vous devez en faire appel à la justice immanente. Non, la justice réelle. Non, dans ce domaine. Je parle dans ce domaine. S'il s'agit d'un domaine codifié comme la vie naturelle où quelqu'un escroque un chèque ou un machin, là on peut déposer plainte. Oui. Mais quand il s'agit, parce que la tête de quelqu'un ne me plaît pas, ou parce que quelqu'un, je vivais avec une femme et qu'elle m'a quitté, et que je veux coûte que coûte la faire ramener de force. Là, par exemple, je vois un article qui s'appelle l'acharnement affectif. On pense parfois au retour d'affection. Mais voilà, ça c'est. Non, là c'était en termes de comateux. Oui. Ça c'est l'article du docteur Charbonnier, qui est anesthésiste. Oui, oui. Bon, ça peut être également dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux. L'acharnement affectif où on aime et que l'autre n'aime pas. Et qu'on va chercher à l'envoûter. Ben, je trouve ça abominable. Alors, essayons de revenir un peu sur la divination. Est-ce que vous pensez qu'on peut connaître l'avenir Oui. Qu'on a le droit de le connaître? Enfin, bon, le droit, ça c'est autre chose. Ça c'est le droit, là on parle dans un domaine cartésien. Mais est-ce qu'on a envie de connaître, est-ce qu'on peut connaître l'avenir? Je dis oui, sans embâche. Mais seulement, j'ajoute que le destin n'étant pas figé, que les choses peuvent bouger en fonction de la volonté de l'individu. Dieu merci, heureusement. Mais oui, alors j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que est-ce que bon, alors effectivement, quels sont les meilleurs moyens pour connaître l'avenir, à votre avis? C'est vous préférez plutôt le tarot, ou l'astrologie, le yiking, je sais pas moi, ou la géomancie, ou la numérologie Vous savez, toutes ces pratiques sont des supports. Oui. Sont des supports. D'autres révèlent l'avenir sans support, par flash. Mais il arrive des moments où, quand le psychisme n'arrive plus à produire de flash, on se sert des supports comme le tarot par exemple, comme faire une carte du ciel, et en même temps ça peut au travers de l'intuition aider, ou la géomancie. C'est des supports qui amènent à prévoir, à prédire l'avenir. On pourrait même dire que certaines mesures, on pourrait même dire, cher monsieur, monsieur Sceaux, on pourrait même dire que, comme vous dites, enfin, ça peut compenser justement un manque d'intuition. C'est-à-dire que si la personne par elle-même n'arrive pas à capter certaines choses, absolument, elle va utiliser ces supports pour compenser cette difficulté. Mais oui, c'est quelque chose qui aide, c'est des supports qui aident. De temps en temps, les médiums, les voyants, ils peuvent avoir des flashs, pas tous, certains peuvent avoir des flashs, et quand ils sont en manque de flash, ils utilisent leurs supports qui leur viennent en aide.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un support? Parce que quand on prend le mot support, comme si on prend le cas de l'astrologie, est-ce que c'est un support? Alors si c'est un support, on pourrait dire que on vous met devant n'importe quoi, et vous captez ça, ou bien est-ce que c'est un support qui donne vraiment une information? Un support, c'est comme les lampes de tarot. Les lampes de tarot, par exemple, j'appelle ça un support de voyance. Oui. En ce qui concerne la géomancie, le fait de tracer des lignes sur du sable, oui. Ou avec des bâtonnets, comme dans certaines traditions, ça c'est un support. Concernant l'astrologie, c'est différent. Le support c'est la carte du ciel, parce que c'est au travers de la carte du ciel, quand elle est établie, qu'on arrive à faire les différentes projections et à interpréter. Mais sans la carte sans la carte du ciel, il n'y a pas d'interprétation. Donc l'astrologue, quelle que soit sa dextérité, son imaginaire, ne peut pas, uniquement en fonction de la date de naissance et du lieu de naissance, donner une prédiction. Il faut d'abord tracer la carte du ciel, voir la position planétaire dans les différentes cases pour interpréter. Donc, on peut dire que la carte du ciel sert de support à l'astrologue. Oui, mais enfin, je vois, on va discuter indéfiniment sur ce point, mais le mot support, c'est un mot intéressant, mais moi j'aurais tendance à comprendre ce mot comme une façon de dire, voilà, je vais... c'est pas une béquille, hein? Oui, mais par exemple, dans le cas du tarot, par exemple, on ne sait pas très bien d'où ça sort le tarot, on ne sait pas très bien comment le tirage se fait, et là on voit effectivement l'idée d'un support, c'est-à-dire que la personne va exciter son imagination divinatoire à partir d'un certain nombre d'images, mais dans le cas d'un support, ça veut dire que si la personne qui utilise ce support n'a pas les facultés, est-ce qu'elle va quand même y arriver, ou est-ce qu'il faut des facultés spéciales pour utiliser ces supports? Il faut quand même des dons. Il faut un don, une prédisposition, ou avoir maîtrisé la technique, voilà, la technique que l'on peut utiliser. Voilà, parce que bon, on va du fait que tout un chacun de nous a quand même une certaine prédisposition à la divination, à condition d'être dans des situations où on est complètement relâché, où on est dans des dispositions de choses où on fait abstraction de l'environnement et tout. Donc on est tous plus ou moins prédisposés à ça. Maintenant, il faut approfondir par différentes techniques. Certains diront que c'est un don naturel, mais les supports, ça aide de temps en temps quand on n'a pas cette intuition qui vient directement. Ça sert de béquille. Oui, c'est ça. Pour relancer l'imaginaire. Oui, absolument. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, moi, je pense qu'effectivement, dans beaucoup de cas, l'astrologie, c'est un support, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, l'astrologie donne véritablement des informations. Alors justement, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on peut prévoir non seulement ce qui va arriver à un individu, mais à une collectivité, à un peuple, à un État, qu'on appelle, parce que vous savez que l'astrologue s'intéresse quand même beaucoup à ces questions politiques. Est-ce que vous croyez aux prévisions astrologiques sur le monde, sur la fin des temps, enfin n'importe quoi, toute cette dimension un peu prophétique de l'astrologie, c'est pas uniquement au niveau individuel. Oui, ces dernières années, je crois que j'ai tendance à penser qu'il y a une certaine déviance où on accorde trop à l'astrologie ce qu'elle n'est pas. Ah. Je m'explique. Je vois certains astrologues, notamment, qui sont très très médiatiques, qui parlent par exemple à l'approche des élections,
qui font des Ou au début d'année. voilà, ou en début d'année des prédictions ou des prévisions concernant la fin du monde, concernant 2012, tel machin. Je trouve que ça ne rend pas service à l'astrologie. Ah oui, d'accord. Ça ne rend pas service à l'astrologie parce que quand ces phénomènes ne se réalisent pas, quand ces prédictions ne se réalisent pas, ça porte du tort à toute l'astrologie. Alors que l'astrologie est une science sacrée. Quand je prends l'ancienne Égypte, c'était l'initiation suprême, l'astrologie. C'est-à-dire dresser une carte du ciel et l'interpréter. C'était l'initiation suprême. L'initié qui n'arrivait pas, après avoir fait tout le parcours initiatique, et c'est ce parcours initiatique qui est plus ou moins dévié par la tradition maçonnique, il y avait un parcours initiatique où on mettait en péril sa vie. Et la finalité de ça, c'était d'interpréter un sujet astrologique.